Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement dont je ne souhaitais pas parler aujourd'hui, mais l'actualité étant ce qu'elle est, je sais que certains, je pense, peut-être attendraient cette vidéo ou pas d'ailleurs. Vous aurez évidemment des vidéos sur Roland-Garros cette année, comme d'habitude. Je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe, de quels sont les favoris. Le tournoi n'a jamais été aussi ouvert. Et aujourd'hui, le jeudi, nous sommes le combien 18 mai, Roland-Garros, Rafael Nadal tenait une conférence de presse pour annoncer ou non sa participation à Roland-Garros. En tout cas, on ne savait pas vraiment ce qu'il y aurait dans la conférence de presse, mais on se doutait bien qu'à l'approche de ce tournoi, c'était en rapport avec ça. Il y avait peut-être même des rumeurs qu'on pouvait peut-être prétendre qu'il allait annoncer sa fin de carrière ou pas, peut-être sa fin de carrière immédiate, enfin ou autre. On était un peu dans l'incertitude. Ce qu'on se doutait bien, c'est que si c'était pour annoncer qu'il participait à Roland, il n'aurait pas fait de conférence de presse. Il aurait certainement fait un post sur les réseaux et autres. Donc là, la conférence de presse, ça sentait pas bon. Les médias espagnols étaient déjà tous unanimes. Rafael Nadal a annoncé son forfait et ça a été le cas. On l'a appris donc à 4 heures et quelques. Il y a eu un petit peu de retard pour Rafa. La conférence de presse pardon, a été en espagnol et en un peu d'anglais, mais pas de français et pas de sous-titres, donc fallait suivre. Je l'ai regardé en direct. Ça a été, disons que vu que je m'y attendais, ça a été moins dur à entendre. Et donc je vais lire un petit peu les rapports qu'a fait Quentin Moinet, le journaliste de l'équipe, sur son compte Twitter. Moi j'ai écouté et globalement j'arrivais à peu près à suivre, même si j'étais pas numéro 1 en espagnol dans ma classe, globalement j'ai encore quelques petits restes. Et j'ai retenu 3 choses essentielles, après on lira un peu plus les propos simples. C'est déjà, bon, il n'a pas annoncé sa fin de carrière pour 2023, mais annoncé que ce serait 2024, probablement la dernière année de sa carrière, car son corps est en train de lui dire stop. Deuxième chose, donc il a annoncé évidemment son forfait à Roland-Garros, et il a expliqué pourquoi. Il a dit je pourrais participer à Roland, il l'a dit, mais je ne pourrais que participer. Je ne pourrais pas le gagner, je ne pourrais pas avoir de chance de gagner. Et si je ne peux pas le gagner, je ne participe pas. Voilà. Et que sa victoire était donc impossible. Il a utilisé le mot impossible, et que donc il décide de ne pas participer tout simplement. Et enfin, il a parlé des JO pour dire qu'il aimerait bien évidemment participer aux Jeux Olympiques à Paris, mais que rien n'était assuré. Le système de qualification pour les JO est un peu flou de mon côté, je ne sais pas trop comment ça se profile, surtout que je ne sais pas s'il y a des limitations en termes de combien de joueurs vous pouvez faire venir de chaque pays. Parce que voilà, on sait qu'il y aura certainement Carlos Alcaraz, le joueur espagnol, ça veut dire qu'il y a déjà une case espagnole qui est cochée. Est-ce qu'on peut venir plusieurs joueurs espagnols, 2, 3, etc. Sinon, est-ce que la deuxième place pourrait être pour Rafa? Est-ce qu'ils vont prendre le classement? Est-ce qu'ils vont prendre la race? Est-ce qu'ils prennent, je sais pas trop, est-ce que le classement protégé peut compter? Enfin, je sais pas vraiment comment c'est fait, comment ils nous font une petite tambouille. Mais c'est sûr que ça serait quelque chose de, voilà, qu'on aimerait, en tout cas, je pense pour beaucoup d'entre nous, le voir jouer, évidemment, à Paris. Alors, donc, Rafael Nadal est un forfait, donc, il annonce tout au début, donc là je le cite, vous pouvez imaginer évidemment à quel point c'est difficile pour moi, c'est une décision que mon corps a prise. La conférence de presse était un peu particulière parce qu'il n'était pas en pleurs, il n'était pas... voilà, je pense que cette décision a été prise il y a déjà peut-être 2 ou 3 jours. On avait vu des images, notamment ce que j'avais partagé sur mes réseaux, où on voyait Rafa en grande difficulté. Et en fait, voilà, cette décision, elle a été prise, elle a été terrible. Et là, c'est vrai qu'il est arrivé, il y avait quand même des sourires, voilà, pour selon qu'il est en train d'annoncer qu'il ne rejouerait pas avant la fin de l'année 2024. C'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il en avait, ça aussi je l'ai compris dans la conférence de presse très vite, qu'il en avait pour 2 mois, voire même 4 mois. Il ne sait pas vraiment, c'est assez flou. Alors est-ce qu'il s'est blessé vraiment à l'entraînement? Ça peut être très clair dans ses déclarations, mais on peut l'imaginer. Ou en tout cas, son corps ne se remet pas comme il l'espérait. C'est vrai que c'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Donc Nadal répond ensuite « Je n'ai pas l'intention de jouer dans les prochains mois », donc il va être plus précis par la suite. Donc comme je vous l'ai dit, environ entre 2 et 4 mois, ce qui, je pense, hypothèque aussi ses chances de participer à Wimbledon. Est-ce qu'on pourrait participer à l'US Open? Ça semble compromis aussi, puisque le seul tournoi qu'il a cité, je trouvé assez surprenant d'ailleurs, c'est la Coupe Davis. Alors quel intérêt à Rafael Nadal d'aller faire une Coupe Davis? Alors là, je ne sais pas, donnez-moi
Expliquez-moi, parce que genre là, il jouait une Coupe Davis qui honnêtement est devenue une blague ce truc. J'étais assez surpris de le voir citer la Coupe Davis comme étant peut-être un objectif. Bon. Ensuite, donc il a précisé, donc avec un conditionnel, l'année prochaine sera sans doute ma dernière année, la dernière année de sa carrière. C'est pas officiel, il n'a pas dit je m'arrêterai à tel tournoi, à tel moment ou autre. En réalité, ce qu'il faut comprendre de l'ensemble de son interview, c'est que ce n'est plus Rafa qui décide, c'est son corps qui décide. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, etc. Mais Rafa, les blessures, elles étaient là, son corps a été cassé, recassé, recassé, et on a été habitué qu'ils reviennent, et qu'ils reviennent, et qu'ils reviennent, et encore, et toujours, et que ce soit le sportif avec le mental et la résilience la plus forte, tout sport confondu, quoi. C'est vraiment un truc, ça n'existe pas, personne ne fait ça. Et ben, le seul qu'il a fait, c'est Rafa, parce qu'il est revenu d'outre-tombe. Quand il remporte l'Open d'Australie, il revient, mais de 6 mois d'arrêt, on dit que c'est fini, que c'est terminé, et il gagne Roland Garros, il gagne l'Open d'Australie, il fait un début d'année incroyable, et après derrière, il n'y a plus, peut-être qu'il est allé trop loin. Alors, cette saison-là, il est allé trop loin pour gagner ce team Roland Garros. Il a poussé son corps à son extrême, et derrière, après, il fait un bon Wimbledon, on l'oublie parfois, mais il fait un très bon Wimbledon, il se blesse, mais il fait un bon Wimbledon, il est obligé de s'arrêter, il est obligé d'abandonner. Mais son Wimbledon, il était en train de devenir pas mal. Je me souviens notamment, plus les tours avançaient, plus au début c'était pas terrible. Et puis ensuite, il commence à devenir vraiment pas mal. C'est le moment où il se pète. Et là, il s'est pété bien. On peut se dire aussi avec le recul que à quoi ça servait de jouer la fin de saison. C'est-à-dire aller faire... il est venu faire le Masters, ça servait à rien. Même si je comprends, évidemment, c'est le seul tournoi qu'il n'a pas gagné. Donc évidemment, il avait envie de venir. Mais je pense qu'il n'aurait pas dû. Il était venu à Paris aussi. Ça n'avait aucun intérêt. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être dû se dire allez hop, j'arrête là, comme il avait fait, voilà, dire je m'arrête et puis je reviens que à l'Open d'Australie, pourquoi pas. Je veux dire voilà, allez, je joue l'Open d'Australie et peut-être que ça aurait eu moins de conséquences de vouloir absolument finir cette année, et absolument aller jouer ce Masters, même si voilà, évidemment quand tu peux jouer et que tu as envie de jouer, bah tu joues quoi. Alors Nadal a parlé de la pandémie, donc après la pandémie, mon corps n'a pas été capable d'encaisser les encaissements et les entraînements et le travail quotidien. Je ne pouvais plus prendre de plaisir, il y avait trop de problèmes, trop de douleurs. J'ai besoin d'arrêter pour un moment, peut-être 2, 3 ou 4 mois, je ne sais pas. Ma motivation, c'est d'essayer de prendre du plaisir et de dire au revoir à tous les tournois qui ont été importants pour moi dans ma carrière. Alors lesquels peuvent être cités, je pense évidemment Roland, mais on sait que Wimbledon, ça a été un tournoi qui était majeur dans sa carrière, qui a été majeur. Est-ce que par exemple, il nous fera juste jusqu'au JO et il s'arrête ? Est-ce qu'il irait quand même jusqu'à Wimbledon parce qu'on sait que c'est un tournoi qui a été important. Le gagner Wimbledon, c'était son rêve. Pour ceux qui ont lu ses autobiographies, moi je les ai lues, je l'ai fait même en dictée pour certains de mes élèves, c'est pour vous dire, où on lit son autobiographie. Et dans son autobiographie, il explique très bien que gagner un Roland, évidemment, c'était le rêve absolu, mais une fois qu'il l'avait fait, le rêve d'une vie pour lui, c'était de gagner Wimbledon. Et c'est pour ça que le plus grand match de sa carrière, c'est évidemment sa victoire contre Roger Federer. Nadal espère, par contre, voilà, de façon surprenante, être prêt pour la Coupe Davis. Voilà, bon, très bien. Il dit aussi être compétitif et prendre du plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si j'y arriverai. C'est pour vous dire vraiment qu'il y a une notion de plaisir qui est dans cette histoire. C'est une triste journée, mais c'est comme ça. Je dois accepter que mon corps ne peut pas. Je regarde l'avenir comme d'habitude et j'ai beaucoup d'autres belles choses dans ma vie. Nadal, évidemment, précise après, j'aimerais disputer les événements les plus importants pour moi, et bien sûr les Jeux Olympiques, donc Paris 2024, en font partie, j'espère y être. Évidemment, on l'espère tous, en tout cas je pense qu'on l'espère tous. Nadal, je pense que je ne mérite pas de terminer comme ça. Ça, c'est pour ça que je vais faire un dernier effort, mais la question de mérite là-dedans, bah, malheureusement, il y a des fois des joueurs qui ne choisissent pas leur fin de carrière. Je pense notamment, alors je pense pas à Federer, parce que pour moi Federer, globalement, il a essayé et il n'y est pas arrivé. Je pense notamment à Juan Martín del Potro. Juan Martín del Potro, mais à chaque fois, ça me fait une peine monstrueuse parce que il a essayé de revenir et c'est le joueur que quand je l'ai vu pleurer sur un court, à dire mais là, honnêtement, je ne peux, j'ai tellement mal à marcher, juste marcher quoi, que je sais que là, il y a des rumeurs comme quoi il voudrait peut-être encore revenir encore. Je sais pas pourquoi il veut s'infliger un truc pareil quoi. C'est-à-dire qu'il était dans un état, mais les derniers temps où je l'ai vu, mais oh, ça faisait une peine, mais voilà, bah, je veux pas voir Rafa comme ça. Moi, je veux pas le voir comme ça. C'est mon sportif préféré, hein, pour ceux qui l'ignoreraient. C'est pas mon joueur de tennis préféré. C'est-à-dire qu'il y en a pour certains, c'est leur joueur de tennis préféré. Non, moi c'est mon sportif préféré, tous sports confondus. Football, tennis, basket, tout ce que vous voulez. Vous mettez tous les sports, tout ce que vous voulez. Pourtant, hein, j'ai un respect immense pour des joueurs comme Teddy Riner, par exemple, qu'on a vu la semaine dernière remporter le championnat du monde de judo, etc.
Ça, c'est vraiment des gens que j'aime, que je respecte énormément. Mais le joueur que je préfère au monde, c'est Rafael Nadal. Et là, franchement, j'ai failli pleurer. C'était tellement terrible de le voir faire sa déclaration comme ça. Mais il souriait, donc c'était une ambiance très particulière parce que, tu vois, il n'y avait pas ce côté... c'était pas un peu comme quand Roger il participe à la Lever Cup et qu'il est à moitié en train de pleurer avec Rafa et tout. Là, c'est pas la fin, donc il faudra attendre. Mais je pense que quand ce sera le dernier match et qu'on saura que c'est le dernier, ça va être... moi, je vais pas être bien. Les tournois... Et alors, il précise à la fin... Donc les tournois restent, les joueurs jouent et partent. Roland Garros sera toujours Roland Garros avec ou sans moi. C'est le plus grand tournoi sur terre battue et il aura du succès sans moi. Alors je vais quand même préciser moi parce que si jamais Roland Garros n'était quand même pas doté d'un toit, qu'ils n'avaient pas fait les changements nécessaires, je pense que le tournoi aurait quand même eu perdu de son luxe. Alors attention, ça reste un tournoi du Grand Chelem, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que pendant très longtemps c'était le tournoi qui était le moins bien doté. Vraiment c'était une blague, ils n'avaient pas de toit, on a eu des périodes où, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait de la pluie et personne ne jouait. Là quand même le tournoi c'est un peu plus doté, ça devient de mieux en mieux et voilà c'est bien. Il s'est mis à la hauteur en fait, il s'est mis au niveau des autres. Bon, alors qu'est-ce que j'en pense? Alors qu'est-ce que j'en pense déjà, c'est que évidemment c'est terrible pour Roland Garros, c'est terrible de ne pas voir le plus grand joueur sur terre battue venir défendre ses chances et de venir défendre son titre, c'est la pire des nouvelles. Je me souviens, ça m'avait fait un choc quand il avait abandonné pour son poignet notamment, ça m'avait fait un choc parce que il semblait une nouvelle fois aller chercher un titre, etc. Et au final, il est obligé de s'arrêter à cause du poignet. On se souvient de ses conférences de presse qui étaient terribles. Et là, on l'a senti venir en fait, parce que en fait, ça a été une marche en avant. Moi, j'étais sûr qu'il ferait Rome. J'étais sûr qu'il ferait Rome. Parce que, donc c'est le tournoi ATP qui est juste avant, le Master 1000 de Rome. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rome, c'est la préparation avant Roland Garros. Et j'étais sûr qu'il allait le faire. Et au final, il ne l'a pas fait. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir peur, en se disant il va vraiment faire Roland sans tournoi de préparation, alors que Rafa c'est un joueur qui a besoin de prendre de la confiance, qui a besoin de faire des matchs encore et encore et encore pour devenir performant. Je me suis dit il va vraiment faire Roland sans préparation, ça me semblait étonnant. Et en même temps c'est Rafa, et je me disais il va pas rater Roland, et il l'a raté aussi. Et c'est vrai que l'avertissement de Rome était important. Monte Carlo, tout ça, c'était pas grave. On le sait de toute façon, l'important c'est les grands chelems. Donc moi, je m'attendais à qu'il nous fasse le tournoi de Rome, qu'il fasse peut-être 3 ou 4 matchs, qu'il se fasse sortir. Ok, on aurait dit, oh là là, il se fait sortir, machin, etc. Mais c'est pas grave. Il aurait pris le rythme, il aurait pris des matchs, il aurait fait des sets un peu accrochés, ça lui aurait fait du bien, etc. 3-4 matchs, c'est très bien. Et après, il serait allé à Roland, et pareil, là, il aurait continué et peut-être gagné ce tournoi, on n'en sait rien. Là, non. Aussi, moi, je suis très triste, parce que c'est vraiment, on le sent, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin du plus grand joueur peut-être de tous les temps. Alors je sais, c'est discutable, il y en a que c'est Novak, il y en a que c'est Roger. Moi, vous connaissez ma position sur ce sujet, et évidemment, j'ai surtout toujours sorti cet argument. Quel est le plus grand rival de Novak Djokovic? C'est Rafael Nadal. Et quel est le plus grand rival de Roger Federer? C'est Rafael Nadal. Et c'est pas un mystère si pour les deux autres joueurs, le plus grand rival c'est Rafa. C'est pas un mystère. D'ailleurs, Novak l'a dit dans une déclaration il n'y a pas longtemps, il a dit son plus grand rival c'est Rafa. Et Roger, on le sait, son plus grand rival, c'est Rafa, il n'y a pas de doute. Et le fait que tous les deux, ces deux autres joueurs, son plus grand rival, le plus grand rival, celui sur lequel ils ont le plus, c'est Rafa. Et on voit aussi, juste, Novak, il n'est pas encore en fin de carrière, mais ça va arriver. Là, on arrive à la fin d'une période, d'une ère. Je ne sais pas quand Novak va s'arrêter, je dis pas, lui, il a l'air d'avoir un corps qui a l'air de tenir plus longtemps. Donc il tiendra peut-être encore 1, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Peut-être qu'il ira jusqu'à ses 40 ans. Il a 36 ans, il va bientôt avoir 37 ans, Novak. Donc il peut avoir encore peut-être 2, peut-être 3 ans, peut-être Novak. Donc voilà, ça dépendra de ses performances, ça dépendra de son corps, ça dépendra de plein de choses, évidemment. Mais là, on arrive vraiment à la fin d'une ère, à la fin d'une époque qui a été glorieuse pour le tennis. Et moi, c'est vrai que ça m'a détruit. Et puis quand j'ai vu Rafa nous parler de son corps, qui dit, en fait, c'est pas moi qui m'arrête, c'est le corps qui s'arrête. Ça m'a rappelé Roger, hein, évidemment. Ça m'a rappelé Juan Martín del Potro. Ça m'a rappelé Andy Murray aussi, qui est revenu depuis avec sa hanche en métal et tout ce que tu veux, mais qui, pareil, est obligé de s'arrêter. Andy Murray, par exemple, mais je vous encourage à aller voir les déclarations qu'il faisait avant de revenir, là. Là, ça va beaucoup mieux, mais il t'expliquait, il disait, même marcher, c'est une douleur permanente, marcher. Et je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, quoi. Ça ouvre évidemment le tournoi de Roland Garros de façon énorme, hein. Le favori est beaucoup plus flou à déterminer, peut-être un Alcaraz, peut-être un Novak. Évidemment, on fera une vidéo à ce sujet la semaine prochaine. Et puis aussi, moi j'adore le joueur, j'adore l'homme aussi. Je trouve que c'est un joueur dont on peut être fier d'être fan, parce que comme je l'ai dit, c'est mon sportif préféré de tous les temps, et de tous les sports, tout confondu. Et quand je l'ai vu déclarer comme ça, mais c'est vrai, avec un sourire, etc., il y a quelque chose que j'ai pensé, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis très ému, c'est qu'aussi, je me souviens, moi, il y a 4 ans, on disait que Rafa, il irait jamais jusqu'à là. Il jouerait jamais jusqu'à 36 ans, jusqu'à 37 ans. Il jouerait pas jusqu'à cet âge-là.
On imaginait que jusqu'à 34, 35, c'était déjà énorme. Et au final, il a joué jusqu'à 36, jusqu'à 37 ans. Et 38 l'année prochaine. Si jamais il arrive à revenir. Il nous a offert beaucoup de gras, beaucoup de bonus, Rafa. Par rapport à ce qu'on imaginait de lui, avec son pied, avec ses blessures, il s'est cassé en 1000 morceaux, le genou, le poignet, tout est cassé chez Rafa. Tout. Et voilà, c'est très émouvant d'assister. Moi, c'est la première fois que j'assiste vraiment, avec Roger évidemment, à la fin comme ça d'une carrière d'une légende que moi j'ai pu suivre. Et donc voilà, et c'est très très triste. Voilà, je suis très triste, je suis très malheureux, évidemment. Alors, rien de grave, évidemment, moi j'ai de la santé, Rafa, voilà, il y aura d'autres choses. Il l'a précisé aussi dans une autre... Il y a eu d'autres trucs où il a dit par exemple qu'il n'y avait pas que le tennis dans la vie, et que voilà, il était très heureux, et que en plus il a eu un enfant aujourd'hui. Et il y a eu des déclarations il n'y a pas si longtemps où il expliquait que avoir un enfant ça changeait les choses quand même. Que c'était différent, parce que il y pense, et que voilà, il a envie aussi d'en profiter de son fils, et peut-être voilà, de jouer son rôle de père plus facilement, et que quand tu es dans les tournois, les machins, toujours en déplacement, c'est pas si facile. Et que voilà, il avait, je crois, déclaré que quand il aurait un enfant, ça serait sûrement la fin de sa carrière. Là, on n'en est pas loin, quoi, en fait. Son enfant, il tombe bien, enfin, je sais pas comment on peut dire, il tombe bien, mais voilà, je pense qu'il y a une nouvelle époque qui va s'ouvrir pour Rafa. Il va mener d'autres projets, il a son académie, il a son musée, il y a d'autres choses. Ça sera évidemment un joueur qui sera voilà, une légende et qui reste une légende. Est-ce que c'est le plus grand joueur de tous les temps? Ça, évidemment, on en reparlera à la fin de sa carrière. Vous savez ma position sur ce sujet, mais bon, peu importe. Mais parce que de toute façon, les trois se sont poussés, on sait très bien que ça se joue entre les trois, et les trois se sont poussés à des extrêmes et à des énormités. Et aussi juste la question de comment on va gérer la suite, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus Rafa forcément dans l'équation, ça va ouvrir beaucoup plus les saisons sur terre battue avec beaucoup plus de favoris, des Tsitsipas, des Alcaraz, des Novak, etc. etc. Peut-être d'autres gens, des Sinner peut-être, on verra bien. Mais en tout cas, on va avoir une nouvelle époque, les gens vont devoir s'intéresser à d'autres joueurs. Et puis je terminerai juste un truc, c'est que ce que je disais juste avant, et je vais conclure, c'est que Rafa nous a offert beaucoup de gras. Je l'aurais jamais imaginé gagner un Open d'Australie à nouveau, et il l'a gagné. Gagner encore un nouveau Roland Garros, ça paraissait improbable, et il l'a fait. Gagner encore et encore et encore, il a repoussé les limites de ce qu'on pouvait espérer. 22 grands chelems, 22 grands chelems, je ne l'imaginais pas. Le voir jouer encore en 2023, avoir encore une raquette dans les mains potentiellement en 2023 et en 2024, ça me paraissait improbable. Si vous m'avez dit à 5 ans que Rafa sera encore là et sera encore peut-être compétitif et qu'on pourrait s'imaginer que peut-être il peut gagner un Roland, on l'aurait pas cru, quoi. Donc je suis très triste, je suis très triste. Mais en même temps, je me dis, c'est un cadeau qu'on a eu de l'avoir aussi longtemps sur un terrain et aussi performant, et qui nous est offert de si grands moments. L'Open d'Australie qui remporte, c'est un de mes plus beaux moments de fan de Rafa. Et pourtant, j'ai regardé des Roland, et des Roland, ça a été incroyable. Mais le voir gagner cet Open d'Australie, c'est peut-être le match préféré de toute ma vie. Je parle pas que c'est pas le meilleur match de tous les temps, hein. C'est juste peut-être de ma vie, mais avoir vu ça, être là, et regarder ça, et faire... Mais c'était irréel ce qu'on voyait. C'était exceptionnel, exceptionnel. Ou le match contre Novak, quand il gagne à Roland, dans ce match fabuleux, ou le match où il perd à Roland, qui était également fabuleux, mais d'une autre manière, mais qui était fabuleux. Bref, il m'a offert des moments d'émotion comme aucun sport ne m'a offert, comme aucun sportif ne m'a offert. Et j'espère évidemment qu'il sera là en 2024. J'espère qu'il pourra jouer les JO, j'espère qu'il pourra jouer peut-être un Open d'Australie ou un Roland. Mais en tout cas, évidemment, peut-être qu'il misera tout sur la saison sur terre battue. C'est-à-dire qu'il ne viendra que pour la saison sur terre. Pas d'Open d'Australie, rien de tout ça. C'est pour ça que je trouve ça très bizarre, la Coupe Davis. Je sais pas pourquoi elle est dans son calendrier, je comprends pas. Quel est l'intérêt d'aller jouer? Alors, je comprends, c'est qu'il est très nationaliste, il aime bien jouer pour son pays, etc. Machin, tout ce que tu veux, mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas la Coupe Davis, honnêtement. Ne t'afflige pas ça, Rafa. S'il te plaît, fais pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Si c'est juste pour faire plaisir, pourquoi pas, mais je comprends pas trop l'intérêt d'aller jouer ça. Bon. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est le choc pour moi, je suis encore sous le choc un peu, ouais, je suis un peu sous le choc. Mais écoutez, voilà, c'est vraiment la fin. Là, c'est la fin, on le sent, et c'est terrible. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, vous pouvez liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Vamos!